Bonsoir à tous. Alors, merci à tous et à toutes. Excusez-moi, mesdames. On va commencer par la présentation du GDG Mons. Donc, c'est quoi le GDG Mons? Qui sommes-nous? Donc, alors, le GDG Mons, c'est un groupe inclusif. Donc, on existe depuis 2021, septembre 2021 exactement, cofondé par 5 amis, donc Léandro, moi, Léolin, Olivier et Uriel qui sont plus du groupe aujourd'hui. Donc, et nous formons une équipe de 9 personnes aujourd'hui. Donc voilà. C'est quoi notre mission? Participer au développement technologique de la communauté en Belgique. Donc, mettre en avant l'esprit de veille et encourager la culture technologique. Donc, et on a constaté que en fait, c'est pas trop le cas pour les étudiants et certains professionnels en Belgique qui restent le plus souvent braqués dans leur zone de confort. Ce qui leur fait louper d'énormes opportunités, notamment en tant qu'étudiants. Alors, ici, on a la team des organisateurs. Donc, Andrea, que je n'ai pas présenté, Thierry, qui est moi, Léandro Collier, Léolin, qui est là derrière, et Arnaud, qui n'est pas là aujourd'hui. On a notamment de nouvelles recrues, Sarah et Noah, qui nous ont rejoints il y a quelques mois, depuis le mois de janvier, et qui sont notamment voilà, dans leur période d'essai. Ok, donc, pour ceux qui sont intéressés, le GDG Mons est ouvert à des collaborations avec des entreprises du secteur du numérique. Pourquoi est-ce que nous sommes ouverts à cela? Pour accéder en fait à cette communauté de développeurs et de passionnés de la technologie, donc pas que des développeurs. Donc, notons qu'un point important, c'est que nous ne sommes pas Google exclusifs. Le plus souvent, les gens font la confusion parce qu'on s'appelle Google Developer Group, pensent que nous sommes braqués Google. Non, on fait du Microsoft, Amazon, toutes les technologies, pas que du Google. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein à une éventuelle collaboration. Pour le réseautage, pour les étudiants qui cherchent notamment stage, alternance, premier emploi, j'ai d'ailleurs trouvé mon travail de fin d'études grâce à ça. Donc, une flexibilité parce que on a des contenus adaptés à tout type de niveau, que ce soit débutant, expert ou alors médiocre. Et enfin, donc, un impact local pour développer la culture technologique locale. Alors, point positif, nous avons un large réseau de speakers que nous pouvons inviter. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et ce réseau de speakers concerne notamment plusieurs technologies. Ça peut être du dev, du cloud, de la sécurité et bien d'autres. Voilà. Ça, j'ai déjà parlé. Ce que nous proposons aux entreprises, notamment des séminaires dans les locaux des entreprises, des interventions d'experts, des formations également sur des sujets précis, voilà, sur des technologies variées, pas que Google, comme j'ai bien précisé au départ. Voilà, je pense que c'est juste pas. Nickel. Alors, je vais passer la parole à mon collègue pour présenter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc moi je suis Léandro Collier, ingénieur de recherche en intelligence artificielle au CETIC depuis presque 3 ans. Et donc le CETIC, c'est l'acronyme pour Centre d'excellence en technologie de l'information et de la communication. Donc c'est un centre de recherche appliquée. Recherche appliquée, c'est-à-dire que d'un côté on a des projets de recherche avec les universités et les centres de recherche, et de l'autre côté on a des missions pour les entreprises, où on met en pratique en fait toutes les connaissances acquises avec les projets de recherche. C'est un centre d'excellence réparti en 5 départements pour une 50aine d'employés. Dans les 5 départements, on a de la data science, data engineering, on a le département d'algorithmique et optimisation combinatoire, celui de résilience et innovation dans le génie logiciel, celui d'ingénierie de systèmes distribués et celui de transformation numérique, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Dans les domaines d'application, on a de nombreux domaines, dont le numérique, la santé, le transport, l'industrie, le clean tech et l'aérospatial. Et donc les thèmes d'innovation majeurs sont l'intelligence artificielle, la cybersécurité et tout ce qui est système autonome et embarqué.
Et donc voilà, je pense avoir tout dit, ça c'est cool. Pardon? Et je pense avoir tout dit, ça c'est cool. Bon, c'est 25 ans d'existence, 55 chercheurs, enfin 55 collaborateurs, dont 50 chercheurs de tout type d'horizon, c'est-à-dire des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs informaticiens, des masters en sciences informatiques, des chimistes. Et quelques bacheliers aussi. Et quelques bacheliers, effectivement. Donc voilà, merci à tous. Je laisse. C'est mon tour? Ouais. Ok. Donc, encore une fois, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Philippe Lundgren, donc je suis de chez Ingénieur à Cloudera. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est pouvoir discuter sur l'aspect streaming. C'est quoi le streaming et comment le rendre assez accessible pour tous. Et pourquoi? Parce que lorsque nous avons des discussions avec pas mal de clients, la notion du temps est quelque chose qui est déjà très difficile à pouvoir concevoir pour la majorité des secteurs d'activité, genre finance, secteur public, énergie et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a pas mal de définitions différentes par rapport au secteur, mais aussi pouvoir mettre une application en production dans le domaine streaming peut prendre beaucoup de temps et une grosse partie des types de use cases n'ont pas besoin de certaines contraintes spécifiques. Je suis francophone, néanmoins je parle tout le temps en anglais, donc je vais switcher de part et d'autre. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, levez la main. Si vous avez des questions, levez la main. C'est censé être interactif et on va voir où on va aller. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir un petit fondamental sur c'est quoi Cloudera, qui c'est Cloudera. Je vais expliquer un peu ce qu'est la Data in Motion d'un point de vue streaming. On va par la suite aller sur une démo qui va montrer l'aspect de création et de réception d'informations sur des IoT devices, aller sur un bus Kafka et puis après on va gérer ces données et appliquer une logique business sur ce stream et puis après on va visualiser cette information. Donc ça va être la démo et puis après on va retourner un peu plus sur quels sont les différents cas d'usage pour lesquels le streaming dans les entreprises fait sens et ainsi de suite. Avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un connaît Cloudera à part Bilal? Nous avons une personne, deux personnes, c'est déjà pas mal. Donc c'est normal que tout le monde n'est pas au courant de qu'est-ce qu'est Cloudera. Si on vulgarise ça d'une manière différente, vous avez tous entendu de Big Data, principalement dans votre domaine d'activité. C'est quoi Cloudera? C'est une entreprise software américaine qui a été créée il y a environ 16 ans par les cofondateurs venaient de chez Yahoo, Oracle, Google, et ils ont commencé à créer en fait une plateforme sur base de système software Apache. Donc comme Hadoop, MapReduce, Yarn, Spark et tout ce qui est s'ensuit par la suite. Et il y avait deux acteurs majeurs, il y avait Hortonworks et Cloudera. Et ils avaient pas mal de clients qui avaient des besoins spécifiques d'un point de vue Big Data. Quand on parle de Big Data, on ne parle pas de terabytes, on parle en petabytes. Comme on a certains clients qui ont plus de 200 petabytes d'un point de vue logique sur certains types de use cases. Donc c'est de ce genre de type de grandeur. Il n'y a pas 150 000 clients comme ça qui ont ce genre de besoins nécessaires au niveau de la donnée. Ça peut être au niveau du stockage de données, mais aussi d'un point de vue computation, donc de la manière où on va cruncher les données. Mais soit il y avait deux acteurs qui avaient pas mal de footprints d'un point de vue mondial. En 2021, on va s'arrêter de se battre entre nous, on va travailler tous ensemble parce qu'on vend le même produit d'un point de vue technologique, open source. Il y avait un overlap de 90% et on a souhaité avoir tous les committers sur les projets ensemble, pouvoir fournir une solution unifiée. Sur cette base-là, on a commencé à revoir notre plateforme hybride et pour finir, qu'est-ce qu'on arrive à avoir? On arrive à avoir une plateforme qui peut être déployée sur l'infrastructure de votre choix. Ça veut dire, ça peut être on-premise, donc d'un point de vue pizza box, colocation. Ça peut être public cloud, multi-cloud, donc Google, Azure, AWS. Si vous dites, ouais, j'aime bien, mais je voudrais avoir sur Kubernetes, pas de problème. Donc ça peut être déployé sur l'infrastructure de votre choix. Et comme c'est une plateforme, c'est pas une solution spécifique. Il y a un nombre d'outils variés pour répondre à vos besoins. Okay? De la
dans le cycle de vie de données, à partir de chercher l'information, à faire de l'LLM, qu'on peut dire aujourd'hui, on peut tout faire de ce côté-là. Okay. Alors, quand on parle de Big Data, on a plus de 25 zettabytes under management. On a certains de nos clients qui ont plus de données under management quand on regarde à Snowflake par exemple. Donc, d'un point de vue grandeur de données, c'est pour ça qu'on parle de Big Data. On va dans ce domaine-là. Nous sommes l'un des seuls qui sont profitables dans ce secteur software. Okay. C'est une entreprise privée, on est profitable et on arrive à payer de plus en plus nos ingénieurs pour créer de plus en plus de fonctionnalités. Et leader, use case, global. Donc ça c'est un slide de type corporate, donc c'est une obligation. Mais quels sont nos types de clients? Ce type de slide est générique d'un point de vue IBM, d'un point de vue Microsoft, d'un point de vue AWS. On a tous des clients dans ces secteurs d'activité. La plateforme qui est utilisée est aussi utilisée pour des infrastructures et des applications critiques sur chacun de ces acteurs. Par exemple, l'assurance est principalement dans la fraude. Dans la communication, ça peut être dans le tracking, ça peut être aussi dans la cybersécurité. Dans l'aspect pharmaceutique, on est fortement utilisé par exemple pour décoder le génome de manière de plus rapide. Avec ça, il y avait un des use cases qui était vraiment je suis papa et donc ça me touche fortement, c'est pouvoir arriver à décoder le génome des enfants de bas âge en moins de 48 heures et pour pouvoir identifier un des enzymes propres. Si ce gamin il a ça, on lui donne le vaccin et il pourra continuer à survivre. On peut faire ça quand on a la capacité de pouvoir effectuer des computes distribués. Avant, ils ne savaient pas le faire, ça leur prenait 3 mois et donc le taux de mortalité était assez élevé. Et avec ce genre de solution, ça leur permet de pouvoir réduire le temps de traitement. Ça, c'est un des points pour lequel ça me donne envie de travailler pour cette entreprise. D'un point de vue automotif, je ne roule pas avec une Porsche, mais par exemple, quand on voit les dernières Porsche qui sont fully électriques, toutes ces données, en fait, elles sont renvoyées dans le public cloud, sont crunchées via notre solution pour arriver à donner du predictive maintenance, par exemple, pour aussi fournir des informations spécifiques de quelle manière le conducteur roule, et ce genre de choses. Donc, c'est un peu partout qu'on a des clients pour lesquels ils ont vraiment des besoins de type Big Data, comme par exemple ça. Ils sont aussi, d'un point de vue contributeur, et aussi acteurs d'utilisation. Alors, d'un point de vue stratégique, ce qu'on délivre, du moins nos 3 points stratégiques, c'est l'aspect fournir une plateforme hybride qui peut être déployée sur votre infrastructure de choix. On ne vous force pas, vous choisissez et vous l'installez où vous pensez que c'est le plus à même à pouvoir répondre à vos besoins. C'est une architecture malléable, prenant les différentes ways d'un point de vue plateforme architecturale, donc l'Ecos, Fabric, tout ce qui s'ensuit d'un point de vue Gartner, donc ça peut être appliqué sur la plateforme. Et l'accélération des entreprises AI, pourquoi? Parce que tout le monde parle de ce côté-là, néanmoins, quand on voit nos clients, par exemple, un des clients, une infrastructure, une institution financière à Singapour, au CBC, en fait c'est la plus grosse banque, en fait Southeast Asia, et ils utilisent ce LLM de manière production depuis plus de 2 ans et demi. Ils ont refait leur Copilot, donc Microsoft a Copilot, ils ont créé ça in-house qui fournit une meilleure qualité de réponse. Ils ont aussi l'aspect text summarization. Ils ont aussi retravaillé sur le Whisper pour pouvoir analyser les appels téléphoniques. Et étant donné qu'ils fournissent pas uniquement ce genre de service pour Singapour, mais pour toute l'Asie en fait, donc il y a plusieurs subtilités à prendre en compte dans la mutation de langage. Donc tout ça a été pris en compte. Ils ne pouvaient pas juste prendre le modèle, ils ont dû retravailler tout ça et ça fonctionne avec notre plateforme également. Ça c'est un des deux. Comme je dis, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui contient plusieurs fonctionnalités. Si on veut les regrouper, donc on a dans la partie Data in Motion, donc tout ce qui est streaming et tout ce qui s'ensuit. D'un point de vue l'Ecos, donc l'Ecos 6, Spark, Iceberg, Ozone, Enterprise AI, donc toutes ces fonctionnalités, plateformes, fonctionnalités, elles sont intégrées, communiquent entre eux, sans pour autant devoir investir énormément dans l'intégration propre d'un point de vue employé. Elle est fédérée par Unified Data Fabric.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai envie de commencer à cruncher de la donnée avec un des computes distribués, genre Flink ou Spark ou Hive ou Impala, je vais être fédéré de la même manière d'un point de vue autorisation. Okay? C'est la même autorisation pour tout le monde. C'est le même niveau de gouvernance. Donc on va pouvoir traquer de manière automatique le lineage en fait, entre la donnée qui a été créée jusqu'à la donnée qui a été utilisée. Donc tout l'aspect de cycle de vie est traqué de manière automatique. Par exemple, ce qu'on a dans cet aspect Unified Data Fabric, donc Apache Trino, c'est un SQL Federated Layer, donc vous tapez une SQL query, et ça peut, tout dépendamment de la construction et de quelle table vous allez attaquer, elle peut être soit dans une database Snowflake, ou sur le Data Lake, ou par exemple sur un SQL Server. Ça vous permet d'avoir ça. Bien sûr, ce ne sera pas extrêmement rapide, parce qu'il y aura toujours la nécessité de pouvoir revenir rapporter la donnée pour pouvoir la cruncher. Donc Apache Trino. Octopi, c'est une acquisition récente qui est assez intéressante quand on a suffisamment de connaissances au niveau de la gouvernance d'un point de vue entreprise globale. Le plus gros problème pour chacune des entreprises, qu'importe le secteur d'activité, c'est pouvoir arriver à comprendre qui a généré ce rapport, d'où viennent ces données et jusqu'à où est-ce qu'il faut aller. Genre, ok, j'ai donné ce rapport à mon senior manager ou executive board. Il me pose la question pourquoi est-ce qu'on a 1,5 million d'actifs clients chez ING, et je ne vais pas savoir lui dire d'où ça vient. En fait. Est-ce que ça vient de cette table ou est-ce que ça vient de ce mainframe? Cet outil-là en fait, permet de pouvoir, j'appelle ça plutôt un sniffer, moi, il va commencer à aller dans le network, il va commencer à reprendre toutes les informations des logs, et il va pouvoir fournir l'aspect global d'un point de vue lineage. C'est assez puissant, ça ne regarde pas par rapport à Cloudera, mais par rapport à l'entièreté de l'écosystème d'un data architecture au niveau d'une entreprise. Okay. Et comme je dis, ça peut être déployé sur l'infrastructure de choix, AWS, Google, Azure, Dell, Intel, IBM, tout ce qui s'ensuit. La finesse particulière, c'est quand on va la déployer sur un hyperscaler, on va réutiliser les composants de l'hyperscaler. Donc l'Object Store, donc S3, ABFS, JCI, AKS pour le Kubernetes. Donc on ne va pas obliger le client à dire vous prenez ça, vous êtes responsable pour votre donnée est dans votre souscription de hyperscaler et vous déployez la solution au-dessus. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de streaming. Et streaming, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont joué un petit peu avec des applications streaming? Pas uniquement Netflix, mais vraiment d'un point de vue streaming. Donc gestion de données en temps réel. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'ai déjà fait. Donc on va discuter par rapport à Flink, NiFi et Kafka. Pourquoi ces trois-là? Parce que Flink, c'est, pour mon opinion personnelle, la meilleure architecture distribuée d'un point de vue streaming. Extremely low latency pour high throughput, c'est possible. Latence basse, c'est moins de 50 millisecondes. Okay. Throughput, 50 000 events, 100 000 events. Vous pouvez même aller jusqu'à 1 million d'events si c'est distribué correctement et si les machines permettent de pouvoir gérer ce flux. C'est tout à fait possible de pouvoir gérer ça. Pas uniquement récupérer l'information, mais appliquer également un business use case, genre filtrage, group buy, genre de choses. Donc, Flink, c'est l'un des meilleurs sur le marché. NiFi, c'est un bon outil d'un point de vue ETL, donc on va filtrer, on va balancer de l'autre côté. L'écosystème est très large, c'est pour ça qu'il est très fort depuis plus de 10 ans sur le marché. Et Kafka, Kafka c'est juste un plus. C'est super complexe, on veut le faire complexe, mais c'est bête comme chou. On met des informations dedans, il y a un topic, on veut le reprendre et c'est tout. Okay. Mais ne complexifions pas la formation. Alors, Data in Motion. Il y a beaucoup de marketing sur Data in Motion et qu'est-ce que c'est? C'est pas un produit, c'est un concept. D'accord? C'est un concept basé sur 2 points. Sur la droite, sur la gauche, Data in Motion Distribution, il faut pouvoir avoir la capacité de pouvoir récupérer l'information sur un edge device, sur un laptop, sur un FTP serveur, donc soit connecter l'extérieur. Okay? Cette information, on va la capturer, on va probablement la transformer, ou on va la rerouter sur un autre endroit. Okay? Ça peut être un cas bête qu'on a aussi avec un des gros clients.
Ils utilisent NiFi pour capturer une information sur les laptops de chacun de leurs employés, environ 150 000 employés. Et au lieu d'utiliser Grok par exemple, ils utilisent ça, ils filtrent l'information et ils le renvoient sur le Master Control Room pour savoir, ok, est-ce qu'il y a un problème quelque part. Donc ça fonctionne super bien d'un point de vue pétroléum. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ce genre de solution qui est appliquée à ce genre de business, le problème, c'est pas la connectivité network, c'est plutôt arriver à connecter le drilling machine offshore sur la master control. On capture, et puis après, quand c'est capturé, on envoie streaming. Donc l'aspect streaming, c'est quoi? C'est Kafka. Donc on va mettre la donnée à disposition pour être consommée par différents acteurs. Et après, quand on veut consommer cette information, on va vouloir appliquer une business logic. Ça peut, genre, si on a 10 personnes, c'est TIC, c'est bon, on a un bon meet-up, ce genre de choses, où on peut aller de manière plus spécifique en disant on a une information, crédit card fraude, on remarque que Bilal est ici à Mons, à Gosselies, et en fait, il a une transaction financière se passant au même moment à Gare du Midi. Wow, c'est pas bon, c'est red flag. Ce genre de choses. Okay. Donc ça, c'est la business logic. Si c'est pas compris, qu'est-ce qu'on va faire? On va vulgariser la chose. Parce que mon but, ce n'est pas de rendre les choses complexes, c'est plutôt rendre les choses approchables et démystifier la complexité que beaucoup de personnes aiment mettre sur le marché. Donc, j'ai pensé à ce petit acronyme en disant tout le monde mange du pain. Et au jour d'aujourd'hui, en Europe, il y a quelques entreprises qui créent le pain pour la vaste majorité des boulangers. Okay. Il y aura toujours le boulanger du pain du coin qui va faire son petit pain lui-même, mais la vaste majorité, il va chez monsieur, il va dire voilà, je veux une commande, je veux ce genre de pain, pain blanc, pain gris, je veux des ficelles, je veux ce genre de baguette et tout ça. Donc on va avoir notre livreur qui va aller dans la factory, il va prendre ce genre de choses, il va le taper dans son van, donc son event flow, et il va s'arrêter sur chacun des points pour délivrer le pain qui est nécessaire. Donc routing, filtering, pushing. Okay. C'est ce que ça fait. Donc j'ai mon pain, je le prends et je vais l'envoyer quelque part. Lorsque j'ai mon pain qui est prêt dans ma petite boîte, je vais chez l'employé de la boulangère qui va montrer tous les différents pains à disposition. Donc Kafka, je mets les événements à disposition dans des topics particuliers pour des consommations spécifiques. Genre, à gauche, j'ai des petits pains, des petits pistolets, et après, à droite, j'ai des ficelles. Donc on va targeter ce qu'on veut prendre. À la fin, on a notre employé à la caissière, et j'arrive, on est jeudi soir, donc j'arrive chez lui, je fais voilà, j'ai très faim, il va me regarder, il fait je te connais, tu viens tous les jeudis, je sais que tu vas avoir des éclairs au chocolat, ta petite baguette et ton petit pain gris. C'est la business logic. Donc, je prends le pain, je prends mon événement, je le store pour être à consommation et après j'applique une business logic. C'est ce qui s'appelle juste du data in motion. On peut le rendre extrêmement complexe, mais c'est juste ça en fait. Hein. C'est pas très compliqué. C'est plutôt l'application qui peut être complexe. Après ça, donc ce que je vais vous montrer d'un point de vue démonstration, c'est un exemple d'architecture qu'on a chez pas mal de clients en production. Donc ici, là, c'est parce que je vais faire une démonstration au 10 en Suède. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a Minify, donc c'est un petit agent qui peut être déployé sur des devices, qui va capturer des informations. On va les envoyer sur des topics, raw topics. Ces topics-là, on va les filtrer avec NiFi. On va confirmer que l'événement est consistant selon la manière dont on a un agreement entre le consumer et le producer, parce qu'on veut être certain que lorsqu'on va créer des événements et qu'on va les mettre à disposition, on ne va pas casser la chaîne à la fin. Ça, c'est l'un des points majeurs en termes de failure chez la majorité des clients, quand il n'y a pas un handshake entre le consumer et le producer. Pourquoi est-ce que mon application crash? Parce qu'en fait, j'ai rajouté un filtre en plein milieu. Au lieu de mettre un int, j'ai mis un float. Ah, désolé, je ne suis pas mis au courant. Et tout est cassé. Ça arrive plus sûrement qu'on croit. Mais soit. Donc, on va prendre ces informations, on va vérifier que l'événement est consistant de la manière dont je le veux. Donc, j'utilise à ce moment-là le schema registry.
On peut avoir des informations dessus d'un point de vue versionning. Et à la fin, on va consommer. Ça, par exemple, ce genre de référence architecture, on l'utilise par exemple chez Navistar. C'est l'une des plus grosses entreprises de gestion de trucks et de bus, donc de camions et de bus en Amérique. C'est 450 000 véhicules pour lesquels ils capturent l'information des véhicules. C'est envoyé sur plusieurs data centers tout autour de l'Amérique. Ils chapeautent un petit peu les événements, ils explosent l'information dans différents topics, genre l'huile, la position, s'ils roulent trop vite, ce genre de choses, d'accord? Et puis après, il va y avoir des informations qui vont être générées. Cette architecture leur permet de réduire de 15 cents par kilomètre par miles à, je crois, si je ne me trompe pas, 6 cents par miles. Ça fait plus de 1,2 milliard d'économies par an. En disant quoi? En disant, ah, je suis sur la route 66, arrête-toi, il y a le garage, on va vérifier ton huile et continue. Ça, c'est le business use case. Ça s'écrit en une ligne, mais pour mettre ça en application, ça leur a pris un peu de temps. Mais c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, on va aller sur la démo. Génial. Okay. Est-ce que c'est suffisamment grand pour les personnes à la fin? Ouais. C'est cool? Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre ça de manière un peu plus... skip, feedback. Ok, maybe later. Ok, alors, ça c'est le CDP Control Plane. Comme on dit chez nous, ça s'appelle le Single Pane of Glass. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de cette UI, je me suis connecté un peu avant d'un point de vue Okta, Single Sign-On et tout ça, donc je passe l'aspect authentication. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a différents services. Donc tout en haut, on a les aspects data service, donc c'est nos fonctionnalités computationnelles, si c'est le bon terme en français, distribuées sur Kubernetes. Et en dessous, l'aspect gestion. Je suis sur la Sandbox Environment, donc c'est ce que moi j'utilise avec tous mes collègues autour du monde. Et pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce qu'on a ici? Les data lakes qui sont déployés chez mes collègues un peu partout. Donc ça, c'est la démo. Donc, lorsque je suis un client qui a une footprint mondiale, l'un des points importants, c'est de pouvoir arriver à gérer le parc complet. Okay. Il y a toujours des satellites, il y aura toujours des petits guédères, genre je suis en Belgique, les Pays-Bas font de leur manière, ou je suis à Singapour, j'ai pas envie de travailler avec le Mexique. Mais par exemple, quand on est d'un point de vue cybersécurité, ou d'un point de vue gestion de données large, ou quand on est dans le pétroléum, on peut avoir différents besoins. Et ici, par exemple, on a plusieurs endroits, en Amérique, en Europe. Et comme je le disais, donc ça peut être déployé donc AWS, Azure, CDC. Ceux-là, c'est ceux qui sont on-premise, donc data center, j'ai mes machines, j'ai le cluster et je le connecte. Donc c'est ce qui se passe de ce côté-là. Soit. On a ça. Maintenant qu'on a ces informations, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer premièrement sur l'aspect Minify. Donc j'ai envie de voir comment est-ce que je peux arriver à capturer des événements qui sont produits au niveau d'un agent. Okay. Alors je vais sur le bouton. Yes. Enable New UI. C'est assez touffu, néanmoins ce qui est sympa c'est qu'on peut changer le display selon mes besoins. En tant que démo, j'ai pris un peu de tout, mais si je suis juste un analyse, je vais juste utiliser certains points sans plus. Soit. Alors, je vais aller ici. Ce que je vous montre là, c'est un data hub, c'est un terme interne, disons quoi, ce sont des machines virtuelles qu'on va utiliser pour déployer une solution. Et ici, on va utiliser le Flow Manager. Le Flow Manager, c'est notre premier point d'entrée. Il est toujours facile de pouvoir gérer les agents, mais quand on a plusieurs millions d'agents, il faut trouver une manière simple et rationnelle pour arriver à tout gérer. Okay. Je suis sur le VPN, sur le Wi-Fi, donc ça va prendre un peu de temps. Donc ça se load, ça nous sert à quoi? Ça nous permet de pouvoir gérer un nombre large et varié d'agents de place. Avant que quelqu'un dise c'est le demo effect, le concerning health, c'est fait exprès. Donc en principe, on va avoir du vert. J'ai fait en sorte que ce soit pas bon. Pourquoi? Parce que ce qu'on va avoir ici, donc là, le class name, donc c'est une encapsulation
d'un flux que j'ai créé qui va pouvoir être utilisé par un nombre d'agents qu'on peut déployer. Okay. Ici, j'en ai juste déployé un, mais on peut en déployer plusieurs. Ici, il va me dire, ouais, c'est missing. Mais qu'est-ce qu'on va voir par rapport à ça? Donc, ouais, c'est chouette, on peut avoir plusieurs classes, on peut avoir plusieurs agents. Mais quelle est la force? Alors, la force est dans le design. Lorsqu'on veut avoir un agent et qu'on veut créer une logique particulière au niveau de l'agent qui va être sur la machine, elle peut être divers et variée. Ici, c'est assez simple. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste un tail file et puis après, je vais prendre cette information, je vais rajouter un attribut sur cet événement et puis je vais l'envoyer sur un listener HTTP. Bête comme ça. Ce qui est chouette, c'est que quand je le promote, je peux le broadcaster sur tous mes agents qui sont dans cette classe. Si je ne fais pas ça, si je suis un peu nouveau dans le domaine, je vais faire un SSH sur chacune de mes agents et je serai là pendant 6 mois et j'espère pouvoir finir le travail. Ici, en quelques clics, tout est fini. C'est cool, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je rajoute des processus, en fait, je peux avoir différentes fonctionnalités. C'est un aspect lightweight de NiFi. On peut faire du byte, attribute to JSON, consume MQTT, fetch S3, get file. Vous pouvez vous amuser. D'un point de vue, c'est un très grand extraction, une petite transformation et un gros load, so to speak. Donc on peut faire pas mal de choses, genre merge content, post Elasticsearch, c'est assez cool. La grosse force, c'est de pouvoir arriver à créer sa logique une fois. On peut aussi avoir des différentes versions et puis la balancer. Ce qu'on peut également faire, on s'est amusé chez Infrabel, on peut aussi faire de l'administration en disant qui peut faire quoi, qui peut gérer quoi, quelles sont les spécificités d'un point de vue TTL, time to leave, et ce genre de choses. Bon, ça c'est l'explication. Je prends une information et qu'est-ce que je fais là en fait, c'est que j'ai un script Python qui est occupé à générer des événements de métro à Stockholm et je modifie l'information pour créer un problème entre deux stations en disant qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent et beaucoup de personnes qui sortent à un moment donné. Donc c'est ce que je suis occupé à faire et là je fais le tail et je prends. Comme je disais, j'envoie ça sur du HTTP listener et où est-ce que je vais écouter? Donc on est ici, okay. Je crée mon événement et je vais l'envoyer à l'extérieur. Pour ça, on va aller sur Dataflow. Avant que je commence à expliquer Dataflow, est-ce que j'ai beaucoup utilisé le terme Nifi? Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent Nifi? 2, 3, 4. Ok, don't be shy. Alors, Nifi, c'est écrit par la NASA, par des collègues de la NSC. La NSC. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient un peu marre en fait de devoir gérer des homebrew ITL. Ça n'allait plus loin, quoi. Ils recevaient de plus en plus de demandes et ils devaient trouver une manière assez simple pour pouvoir créer des flux qui sont paramètres driven, donc c'est pas coding. Et pourquoi? Parce qu'en fait ils voulaient déléguer la chose à ses collègues par la suite. C'est comme ça que ça a été commencé, Nifi. CDF, c'est quoi? C'est juste Nifi en fait avec quelques boosters dans le sens où c'est Kubernetes applied. Ce qu'on met aussi en avant, c'est qu'on vous fournit en fait différents flux qui sont déjà créés. Et si vous dites, ah c'est cool, je fais du LLM, je fais du RAG, et j'ai envie de balancer des informations sur une vector database, je ne sais pas comment faire. Là, en fait, les informations sont en S3. Je veux l'envoyer sur Pinecone, par exemple. Je peux prendre ce flux, le promouvoir, c'est en Nifi 2. Je mets quelques paramètres et ça fonctionne directement. Je n'ai pas besoin de créer la logique. La logique est déjà là pour être consommée et ainsi de suite pour les autres. Donc, c'est comme ça fonctionne. Pour les besoins d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai créé un projet qui est constitué en fait de 2 flux. Voilà. Hop, je prends mon projet. Pourquoi est-ce qu'un projet est intéressant à voir? C'est pouvoir encapsuler. Ici, je n'ai que 2 flux. Mais quand on va avec pas mal de clients, que ce soit dans le Benelux ou même dans le monde entier, 2 ça n'existe pas, c'est plutôt dans les 20, 200, 2000 flux. Okay. Et le problème majeur avec Nifi, même si c'est pas bien d'utiliser le terme problème, il faut être conscient que c'est tellement accessible que beaucoup de personnes font des bêtises avec. Ils ne comprennent pas la logique de flow programming et ils vont commencer à créer des monstruosités et personne ne va y toucher. C'est genre
sorry pour my French, touche pas à ça petit coup. C'est ce qui va se passer en fait. Il faut avoir une certaine connaissance en fait de programmation, mais plus de logique et de créativité sur certains points. Soit, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a notre projet, on a 2 flux. L'aspect intéressant aussi, on a mis beaucoup d'efforts sur base des feedbacks de tous nos clients en disant comment est-ce qu'on peut arriver à productionnaliser la chose, genre paramètre groupe. J'estime pas que quelqu'un connaisse par exemple tous les Kafka brokers. Si on a plusieurs personnes, j'ai pas envie de répondre par email. Je leur dis, le paramètre groupe est là, les fonctionnalités sont déjà là, donc le paramètre et la value, tu peux les prendre, va t'amuser, ne me pose pas la question, elles sont disponibles. C'est dans cette établi-là. C'est arriver à déléguer de manière plus simple et aussi être certain que la consistance d'information reste propre et gérée par un nombre restreint de personnes. Okay. Soit paramètre groupe. Inbound connection, donc mes événements, je les ai créés, je les ai envoyés vers le listener. En fait, ici, là, ça c'est mon endpoint pour lequel je vais lire. Je retourne sur mon déploiement. Projet. Voilà. Alors, j'ai 2 flux. Le premier flux, donc PLA démo, 10 Edge Data, c'est celui-ci qui va attendre pour recevoir des informations et puis le taper sur le topic. Vous allez voir, c'est assez simple. On va ouvrir en Nifi. Pour les personnes qui connaissent Nifi, donc ça c'est Nifi, ça c'est CISO, ça c'est un process group. Si un jour, les personnes qui ne connaissent pas Nifi veulent toucher Nifi, vous commencez premièrement par un process group. C'est la première chose à faire, vous encapsulez ce que vous voulez faire. Vous pouvez créer plusieurs process groups qui communiquent entre eux, mais ayez au moins un process group pour commencer. Pourquoi? Parce que Nifi, c'est la même UI qui va être utilisée par vous, mais peut-être par 150 employés. Et alors, si vous avez plusieurs lignes dans tous les sens, les gens ne vont pas comprendre, ils vont casser quelque chose et vous allez avoir un problème pour débugger tout ça. Bien sûr, vous pouvez faire du versioning, du committing, tout l'aspect fail-safe. Le principe premier, c'est créer un process group. C'est ce process group qui est là. Comme j'ai dit, c'est assez simple. Listen HTTP pour un port 10 001 et j'envoie sur un topic Kafka. Je ne l'ai pas créé moi-même, j'ai juste pris de la galerie, je prends ceci, je fais cela, envoyer c'est posé et c'est fait. Donc ça c'est assez simple. L'autre qui va faire quoi? Lorsqu'on a ce topic qui est raw, en général, la plupart des architectures d'un point de vue events, on va sauver une information, sauver un event, et puis après on va faire data cleaning sur l'event en tant que tel. Donc consistance, être certain qu'on ne va pas casser la chaîne. C'est ce que j'ai créé pour l'autre flux, donc en 2 steps. Il est possible de faire ça en 1 step. C'est juste pour la démo, pour pouvoir le montrer de quelle manière on faisait ça. Ici encore, le process group. On va lire un topic Kafka. Après, on va aller sur Kafka, on va voir de quoi on parle. On a un Kafka, on va filter event. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va sélectionner l'information. On va vérifier avec un schema registré pour voir que le schema est consistant. Et puis après, on va taper sur un autre topic. Bien que c'est assez nonsense ce que je vais dire, c'est souvent utilisé d'un point de vue streaming data lake et tous les concepts de ce côté-là, où vous allez commencer à filtrer et envoyer vos événements par la suite. Bon, ça signifie. Maintenant qu'on a ces informations et qu'on a, si je retourne sur le slide, on a créé, on envoie, on s'amuse, on clean et puis après on met sur le topic, je voudrais bien voir ces informations. Et pour ça, il y a plusieurs années, il y avait un problème majeur chez la majorité des personnes qui utilisaient Kafka. C'est ne pas pouvoir comprendre qui est occupé à consommer mon topic ou qui est occupé à produire des informations sur ce topic-là. On appelait ça le Kafka blindness. Donc, par exemple, le New York Stock Exchange, ils en ont chié, pas possible. Mais bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a SMM, donc Streaming Messaging Manager, qui est une interface au-dessus, destinée aux Ops, donc Operational Engineer, pour gérer Kafka. Donc on peut voir les brokers, les topics, les consommateurs, on peut faire de la réplication actif pour des déploiements actifs-actifs ou actifs-passifs, bidirectional aussi. C'est assez intéressant à avoir ce genre d'architecture lorsque vous avez des use cases
pour lequel les événements, par exemple, d'un point de vue télécommunication, vous avez toutes les LAC, les towers cell phone, ces informations peuvent être envoyées à 2 data centers, peut-être data center 1 ou data center 2, l'information doit être envoyée de l'autre côté avant d'être processée. Donc ce genre de choses peut être effectué avec de la replication. On va sur notre... je vais sélectionner les topics que j'avais créés, donc les edge data et aussi le métro. Et ici l'autre, le métro. Voilà. Ok. Voilà. Ça a changé le New York Stock Exchange il y a environ 6 ans, d'étant je suis open source, je vais utiliser Kafka, j'ai des super ingénieurs sur on va utiliser une solution comme ça pour arriver à comprendre qui fait quoi. Ça a l'air super simple, mais il fallait que quelqu'un le crée pour que ce soit super simple à comprendre. Okay. Tu sais voir le lag? Pardon? Tu sais voir le lag de consommation? Ouais. Je vais donc prendre le troisième, je prends ce topic-là. Okay. Donc on a certaines métriques. Demo related, donc j'ai pas créé une usine à gaz non plus, mais on a différentes métriques genre consumption, end-to-end latency, data gauge quand il y a des flux qui vont commencer, in-out, message in-out, tout ce genre de petits détails qu'on va avoir besoin. C'est chouette d'avoir ça, mais j'ai envie de comprendre quelles sont les données qu'on a à l'intérieur. Par exemple, si on veut ça, on va sur le côté. Ça c'est mon événement, j'ai créé des JSON, donc j'ai voulu faire de manière assez simple, mais c'est un nested JSON, donc on a un JSON dans un JSON. C'est un cas assez typique chez la majorité des entreprises qui vont faire du streaming, donc ils ont toujours des trucs un peu complexes. C'est pas juste deux variables, c'est une multitude de variables qu'il va falloir retirer par la suite. C'est ce genre d'événement. C'est chouette d'avoir ça, et comme j'expliquais, il faut pouvoir avoir une capacité de confirmer l'événement en tant que tel, sa structure. Pour ça, c'est le schema enregistré. C'est pas uniquement propre à Cloudera, c'est plutôt d'un point de vue industrie agnostique. Okay. J'en ai créé qu'un seul, mais qu'est-ce qu'on a là? On a le schema de l'événement. Assez long, pas mal de choses dedans. Je peux faire des modifications, je peux créer des versions dedans, je peux aussi faire qu'il soit backward compatible, forward compatible, both. C'est quoi la différence? C'est que si je vais commencer à rajouter un événement, une colonne de mon event à la fin, je veux être certain que le reste du flux peut être encore lu par mon producteur. Un exemple, lorsqu'on a des trains, et ils ont toujours le même événement, la température et l'ouverture des portes, et demain Infrabel décide, tu sais quoi, on va commencer à calculer la pression sur les sièges, on va mettre ça dans le même topic, et je vais être certain que les autres puissent arriver à comprendre cette information-là. On va utiliser le forward compatible. Et aussi le backward. On va prendre le backward compatible pour être certain que les flux anciens puissent fonctionner, et ceux qui ont été modifiés puissent comprendre l'information par la suite. Donc, ce genre de choses. Ça, c'est un des points importants à prendre en compte. Le deuxième point à prendre en compte, c'est une architecture ouverte. Okay. Les données ne doivent pas uniquement rester chez Cloudera. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Vous avez plusieurs applicatifs, software, qui sont en compétition directe, ou vous avez créé un numéro et vous voulez faire en sorte que, par exemple, vous avez créé une Java application pour lequel vous avez créé une certaine logique dans le secteur aéronautique, et vous voulez confirmer l'événement. Au lieu de commencer à créer une logique supplémentaire dans votre projet, vous allez faire un REST API et confirmer en fait la structure de l'événement. Okay. REST API first. Donc ça, c'est pour arriver à confirmer l'événement en tant que tel. Chouette, c'est cool. Maintenant, on fait quoi? Alors, on retourne ici. Donc, on a les événements. RAW, on filtre. On les a confirmés. Maintenant, on va les consommer. Alors, pour les consommer, on va aller sur SSB. Maintenant, je vais prendre un peu de temps parce que j'ai quand même assez rushé. Donc, Apache Flink. Comme j'ai dit, Apache Flink, c'est l'un des meilleurs sur le marché. C'est pour moi le meilleur sur le marché d'un point de vue système distribué streaming. Il y a d'autres acteurs comme Spark Streaming. Ils ont revu leur architecture de micro-batch et ça devient du stream maintenant. Ils arrivent à catcher
de plus en plus. Néanmoins, il y a quand même un gouffre au niveau de la communauté Apache pour Flink, parce que c'est pas uniquement Cloudera qui travaille dessus, c'est Tencent, c'est Apple, c'est LinkedIn, c'est Uber, c'est la totalité. Genre Uber, quand vous utilisez votre application Uber, quand vous voyez les petites voitures bouger dessus, c'est Flink en fait qui utilise ça derrière. Okay. Un des points d'exemple. Donc, dans Flink aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs niveaux. On appelle ça des layers. Ici, c'est la layer SQL, donc domaine specific language. On a créé en fait une couche d'abstraction pour laquelle une personne comme moi peut créer en fait une requête SQL, une continuous SQL, pour arriver à consommer des informations de Kafka par exemple, ou en CDC, ou qu'importe. Mais soit c'est un niveau pour lequel j'estime que ça casse la barrière de complexité streaming. Il y a 5 ans, quand on parlait avec différents acteurs, faire du streaming, on avait toujours un gars dans une armoire, personne ne voulait parler avec lui, mais il avait toute la connaissance sur qu'est-ce qu'est le fondamental du temps et comment est-ce qu'on va calculer l'événement par rapport au temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le temps par rapport à la production d'événements, lorsque l'événement est arrivé dans le Kafka topic, ou est-ce qu'il est consommé? À quel moment est-ce qu'on va commencer à prendre l'événement temps en tant que tel? Donc Flink, là on est en SQL, au plus on monte dans les couches, au moins vite ça va se passer. On est encore dans les 200 à 500 millisecondes sans problème pour des larges volumes. Lorsqu'on descend vraiment très bas, on va dans les 50 millisecondes sans problème. Et à ce moment-là, on est dans le event programming. C'est assez complexe, avec des tuples et tout ça, donc il faut avoir une certaine connaissance programmatique, que ce soit en Scala maintenant, mais aussi Python. Si on ne veut pas toucher à ça, il y a l'aspect functional, où là on a pas mal de classes et de fonctions qui sont déjà créées pour arriver de ce côté-là. Quand je dis nous, je parle de Apache Community Flink, so to speak. Donc, on a l'aspect SQL, cool. Ici, on a un projet, donc c'est l'UI SSB, SQL Streaming Builder, pour lequel j'ai déjà déployé la solution. J'ai plusieurs jobs, donc avec j'espère qu'on s'arrive à bien voir. C'est une séquence d'opérations SQL pour lequel la première fonctionnalité, ici, je vais utiliser l'aspect session, donc l'aspect session qui est ici, je vais faire un gros bail sur session. Ça veut dire quoi? C'est je veux en 5 minutes, selon mon grouping, effectuer mon calcul sur ce temps. Donc si je dis, j'estime que en 5 minutes, un bus va aller du point A vers le point B. Et quand il est arrivé au point B, même si ce n'est pas 5 minutes, je ferme la window. Donc c'est une session window. Il y a session window, il y a aussi buffering window, quand on perd une session, on va la reprendre. Il y a overlapping, donc il y a plusieurs subtilités, plusieurs finesses pour s'amuser avec le streaming. Mais ici, on commence avec la session et je fais quoi? Je reçois des métros au niveau Stockholm et je dis que je veux avoir l'information d'agrégation entre deux stations. C'est ce que je fais au premier point. Et je vais calculer ces informations. Par la suite, qu'est-ce que je vais effectuer? Je vais utiliser le lagging. Le lagging, c'est comparer mon événement avec l'événement précédent. Je vais faire ça comme ça. C'est pas si simple à faire en connaissance SQL. Il faudrait faire un join et commencer à faire tout ça. Ici, je fais juste un lagging. Je vais sans problème. Je fais ça. Et puis après, je vais créer ma logique. Je fais, si on a quoi? On a current passenger et previous passenger. Donc, mon événement, je compte le nombre de personnes qu'il y a dans tous mes wagons. Et je vais retirer les passagers précédents. Donc, j'ai mon delta. Et si mon delta est trop grand, je fais il y a tout le monde qui descend, ou d'un point de vue négatif ou positif. C'est comme ça que je crée ma logique. C'est 61 lignes de code, SQL assez étendu, assez large. C'est assez simple et attractif, j'ai envie de dire. Donc, on a ça. Pendant que j'exécute ma query, normal, je tout prends, merci. Le projet ici, je l'ai déployé, on peut le faire de manière manuelle. Production-wise, on ne fait jamais un déploiement manuel. Vous pouvez pousser via Git, via REST API. Vous
Vous pouvez avoir plusieurs jobs. Un job, qu'est-ce qui va se passer? On va encapsuler, en fait, on va packager ce code en Scala class et on va le mettre sur le Yarn Framework pour pouvoir réutiliser l'aspect computationnel qu'on a mis à disposition. Donc, on crée un package. On a quoi d'autre? Virtual Table. Virtual Table, c'est quoi? C'est une abstraction explicative de mon topic. Donc, j'ai des événements et j'ai envie de dire, comment est-ce que tu vas lire ces informations? Je crée simplement une table au-dessus. Virtual Table. Parce que c'est pas toujours si simple et on a toujours des besoins particuliers. On veut créer des fonctionnalités. Donc, comme des fonctions quand on va utiliser une database genre SQL, Oracle, Teradata. Ici aussi, il est possible de pouvoir par exemple créer une fonction en Python. Et qu'est-ce que je faisais ici? Je faisais un sum d'un array parce qu'en fait, ce n'est pas natif cette fonctionnalité dans la couche SQL. Il y a data source. Ici, j'ai juste mes Kafka brokers qui sont dedans. Maintenant, qu'est-ce qui est cool? C'est plutôt, et si je vais maintenant sur les connecteurs. Ah, c'est cool, mais j'ai envie de faire d'autres trucs. Je peux faire d'autres trucs. Je peux faire du CDC. Je peux faire de l'Upsert. Donc, quand je fais, et ça, c'est par exemple chez Halifax, lorsqu'on a la gestion on met son visa, en fait, son passeport, information scannée, et puis c'est pas juste la business logic, c'est appliqué, ça va passer sur un nombre important de topics avant de pouvoir dire j'ouvre la porte ou pas. On ne veut pas qu'il attende 5 minutes, on veut qu'il se fait en 20 secondes. Grosso modo. C'est plusieurs topics qui sont pris en compte, plusieurs logiques différentes. Pourquoi? Parce que certaines applications qui vont gérer va être probablement par rapport à l'image ou par rapport à la manière de la complexité de ce passeport, parce que chaque pays a son niveau de complexité de comment est-ce que le passeport doit être lu, quoi. Donc c'est ce genre de choses. Et donc, il est possible de pouvoir faire ça. Et donc, je vous avais dit Upsert. Si je retourne sur mon flux, je restart the polling. Juste une question, comment tu gères en mémoire ta table virtuelle? Parce que imagine tu as des milliards de données, est-ce que tu mets une genre de time window? Comment ça? C'est déclaratif. Okay. C'est déclaratif, il ne va pas garder la donnée. C'est juste l'explication, c'est schema on read. Okay. Donc ça ne va pas être forcé. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est juste du sampling. Ça c'est juste pour montrer d'un point de vue engineering. Je vais commencer à créer. J'ai reçu une demande lundi matin, on veut me demander quelque chose. Je ne vais pas commencer à créer une usine à gaz, je veux juste voir est-ce que ça fonctionne. J'ai mon sampling, j'ai les informations qui sont ici. On a pas mal de colonnes et c'est ce qu'on veut atteindre. Mais ces informations, on ne va pas les donner à un software engineer ou au board ou un business analyst. Il va dire tu veux que je fasse quoi là? Donne-moi ça dans Power BI par exemple, ou fournis-moi une REST API call pour lequel je peux récupérer l'information parce que je vais mettre dans mon applicatif. C'est dedans. Et pour les jointures, tu en as quand même besoin. Tu peux faire ça aussi. Et là, j'ai fait juste un cas simple, mais cross-join, temporal, la totale, pouvez vous amuser, ça fonctionne sans problème. Materialize View, et ça, c'est là où on va commencer à aller un peu plus loin. Lorsqu'on a ce flux de streaming, donc soit on peut avoir plusieurs business logic et puis après on va mettre ça dans un topic, ou on peut faire autrement. Ici, la Materialize View, on va sauver ces informations selon une primary key, dans une base de données. Ici pour la démo, j'ai pris Postgres, ça peut être Oracle, qu'importe, qui va rafraîchir cette information pour une période. Ici j'ai pris 300 secondes, donc 5 minutes. Et il est possible d'avoir soit par exemple cette information via REST API, donc je vais me connecter, hop, new window, non pas Vodafone. Voilà, il va me demander les informations pour me connecter. Ok. On a ces informations qui sont du streaming en fait. Le job tourne continuellement et il va générer et mettre à jour ces informations. Ces informations peuvent être collectées aussi en JSON. C'est assez chouette, c'est assez sympa et ça débloque pas mal de problèmes d'intégration avec d'autres applicatifs. En ne disant pas ouais, change ton applicatif, c'est mauvais, viens travailler avec nous. C'est plus comment est-ce qu'on peut fournir l'information en dehors de l'écosystème. Ça c'est un des besoins qui répond.
L'autre besoin, donc l'aspect matériel as view, on peut aussi le faire autrement. Et j'ai créé, pendant que j'étais arrivé un peu plus tôt, je vais aller sur Data Warehouse, Manage Data Warehouse, Data Visualization. Data Warehouse, c'est Hive, Impala, Trino, Kubernetes. En gros. Okay. Aussi, toutes les données, lorsque les clients travaillent avec nous au public cloud, les données sur l'Object Store, donc sur S3 par exemple, c'est pas sur une couche HDFS, sur des blocs storage, ça n'a rien à voir, c'est juste sur le S3. Ce que je vais montrer, c'est des Dataviz. Comme Power BI, okay, j'ai créé un connecteur. Ce connecteur se connecte sur ma Postgres Database et j'ai créé une Visual Dashboard. Voilà. Vite fait. Allez, rafraîchis, toi, s'il te plaît. Attends, j'ai pas mis le truc. J'ai fait ça un peu rapide là. Hop. Ça maintenant c'est le démo effect. Est-ce que j'ai pas mis les informations? Alors, métro. Côté modèle. Non, j'ai trop parlé, c'est plus dedans, c'est pour ça. On va voir, restart. En principe, j'aurais dû faire ça différemment. Soit, ce que je voulais montrer en fait, c'était l'aspect de pouvoir utiliser ces informations sur un dashboard. Ça peut être Power BI, ça peut être Data Visualization, ça peut être d'autres outils qui sont utilisés. C'est pas vraiment un problème parce que ces informations sont stockées dans une. Si je le fais maintenant. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Visual. Ah, et voilà. Bon, c'est un peu moche, hein, mais c'est pour le besoin ici. Donc ici, le 29, c'est quoi? C'est la station centrale où il y a beaucoup de personnes qui rentrent dedans. Et puis un peu dans le nord, en fait, c'est Kista, c'est où il va y avoir le Summit, Data Innovation Summit, pour lequel ils vont tous descendre. C'est juste que quelques trucs à faire. Ça m'a pris 10 minutes pour visualiser ça sans problème. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Je suis venu à plusieurs reprises, donc on a commencé à capturer des informations qui étaient générées en principe par les senseurs qui sont sur des lignes de métro. On a capturé pas mal d'informations. Je ne veux pas directement consommer d'un point de vue business, je veux être certain qu'il soit clean, d'accord? Je m'amuse avec ça, data cleaning, filtering, j'envoie ça au bon topic pour la consommation, et puis après j'applique ma business logic. C'était ça la démo. La démo d'un point de vue assez simple. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai montré? J'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Non. C'est cool. Ok. Alors. Qu'est-ce que vous avez fait niveau clinique? J'ai juste utilisé le schéma enregistré pour confirmer la consistance de l'événement. J'aurais pu mettre d'autres logiques pour être certain que différents points étaient pris en compte, mais j'ai pas. On est bien d'accord que le schéma enregistré, c'est pour, on va dire, il n'empêche pas aux producteurs d'écrire, mais c'est vraiment pour protéger le consommateur, pour pas qu'il ait une exception parce qu'il y a eu un champ qui a changé, etc. Correct. Le principe premier est de faire en sorte que business continuity is always applied. Vous voulez être certain qu'il y a toujours l'aspect business qui fonctionne. Okay? Business, c'est pas genre je veux faire de l'argent, c'est plus la linguistique. Ça peut être comme par exemple, on a un des clients qui utilise ça pour vérifier les interférences GPS. Lorsque vous gérez le parc aérien européen, Mid-Air, et s'il commence à y avoir des interférences à certains endroits, il peut y avoir en fait un exercice militaire, donc c'est une no-zone, c'est pour ça que c'est black, où il y a vraiment un problème à certaines zones pour lesquelles il faut à ce moment-là faire venir une personne pour réparer l'antenne, et ce genre d'informations sont traitées en temps réel par exemple. Okay. Et il peut y avoir des changements, genre on a une antenne par Verizon, on a une antenne par un autre là, et ils n'ont pas toujours le même protocole, on a mis une nouvelle version, le schéma change, mais on va être certain qu'on puisse encore pouvoir gérer les informations par la suite. Donc c'est ce genre de choses, pourquoi il faut être prescriptif dans le handshake entre le consommateur et le producteur de l'événement. Okay. C'est chouette de donner, mais il faut être certain qu'il puisse le consommer. Alors, on a fait quoi? On a fait Data Flow Designer, donc NiFi. NiFi,
ça reste un outil assez puissant. Ça a plus de 450 processus différents. Vous pouvez connecter pratiquement tout et n'importe quoi. Vous pouvez créer votre propre processus. On a pas mal de clients qui font ça également. Si vous êtes dans ce niveau-là, vous devez quand même faire attention. Il y en a certains qui créent des monstres assez ingérables et puis ils ne savent pas ce qui se passe quand quelqu'un est parti et ils sont dans la merde. Mais si vous voulez connecter par exemple Snowflake to Confluence, en 3 clics c'est fait. Par la suite, on a quoi? On a le Streaming Messaging Manager, on a notre Kafka. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dessus. Donc est-ce qu'il y a un topic qui commence à aller un peu n'importe comment ou qui est ton copain à consommer quoi? C'était Schema, le Streaming Messaging Manager. L'écosystème Kafka qui gravite autour, il y a plus que ça. Genre Cruise Control, comment répliquer les informations. Cruise Control, ça vient de chez LinkedIn pour faire du auto-healing de topic, auto-healing de broker. Genre le broker commence à avoir des problèmes sur des disques, on va commencer à envoyer la partition, les événements vont commencer à être stockés sur un autre disque et ce disque est défectueux va commencer à être vidé et puis à l'ambelle on le retire, on en a un. Et après, donc le Streaming SQL Builder, donc l'UI pour faire du SQL sur du streaming, c'est ce que je vous ai montré. L'aspect, si vous devez retenir une chose importante sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, la plupart des gens comprennent c'est quoi SQL. Il y a très peu de personnes qui comprennent c'est quoi le Continuous SQL. Lorsque je vais faire la somme d'un champ pour cette table avec un groupe by, si la table est statique, j'aurai 1 million pour le résultat par exemple. Si l'information est continue, je peux en avoir 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon l'événement du temps, si c'était Continuous SQL pour 5 minutes, si je fais ma query à 2h du matin, il n'y a peut-être aucun événement qui va se passer. Si je la fais à 9h du matin, ça va être différent. Le Continuous SQL, ça reste une philosophie à prendre en compte. Une fois qu'on a compris, c'est super facile, mais il faut se mettre dans le bain. Soit. Donc, c'est bien. Donc, on a vu, donc on avait les événements qui ont été créés. Comme j'ai expliqué, donc on peut avoir des informations d'un peu partout. On a aussi un client qui a Minify sur les téléphones. Quand vous allez chez un des acteurs en Europe, le téléphone est super bon marché sur un super package. En fait, il y a un agent dedans qui est occupé à capturer les informations. GDPR compliant, et tout ce qui s'ensuit, c'est comme ça. Mais ça prend les informations, on va s'amuser là-dessus, et puis après, Data in Motion, c'est last mile, first mile, c'est comment aider chaque entreprise pour arriver à avoir un écosystème intégré et consistant. Que ce soit avec nous ou sans nous, mais être certain que différents points peuvent être envoyés sans pour autant commencer à avoir 150 ingénieurs travailler sur une intégration qui va peut-être pas fonctionner, et puis après ils vont partir, on n'a plus le budget. C'est comment rendre les choses continues et consistantes. On n'est pas sur du short-term game, on est sur du never-ending game. Okay. Un autre point, pourquoi est-ce qu'on nous fait chier avec le time et le streaming? Parce qu'au plus on va attendre, au moins la décision business sera pertinente. Si c'est genre, je veux avoir une information sur mon assurance, juste savoir comment ça se passe, si ça vient en 5 minutes ou en 2 jours, on s'en fout. J'ai un problème, ma maison est en feu, je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir directement, j'ai pas envie d'attendre 3 jours pour savoir ce que je dois faire. Fraude, ça c'est un des points. De cyber security, c'est un autre point majeur. Predictive maintenance, on a aussi des clients pour lesquels ils ont des chaînes, pour lesquels ils ont des machines pour couper en fait le métal. L'unité de mesure, je vais sûrement me tromper, c'est dans le picomètre pour lequel si la lame dévie un tout petit peu, ils doivent arrêter la chaîne. Pouvoir prédire ça au niveau de la marge d'erreur, s'ils arrivent à travailler à temps, le coût pour changer ça concernant l'impact financier est moindre si on sait déjà ça à l'avance comparé, on va revoir ton truc est mauvais, c'est pas bien coupé, voilà, on va recommencer. Donc c'est ce genre de choses, time is at the essence. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que oui, batch c'est streaming, batch a toujours beaucoup d'avenir devant soi, tout use case ne doit pas devenir streaming. Néanmoins, il y a de plus en plus de use case streaming.
avec tout ce qui se passe maintenant, avec tout ce qui est LLM, GenAI, RAG, MCP, modèle contexte protocole et tout ce qui s'ensuit là, l'aspect streaming devient de plus en plus important pour s'intégrer, mais aussi pour pouvoir se protéger par rapport à ça. Okay. Alors, d'un point de vue use case, les différents use cases qu'on a avec les clients en production. Okay, donc, par exemple, multi-cloud data movement, donc bouger les informations entre multi-cloud, donc que ce soit Azure et AWS, comment est-ce que je peux faire de manière continue, sans problème, c'est un cas classique. Real-time data product, là c'est quand je mets donc des données à production à disposition, comme par exemple Bloomberg. IoT Edge, donc le classique exemple sur les bus. Il y a Event Stream Processing, ça revient un peu la même chose. Ceux qui sont aussi intéressants, c'est chez Jota Capture. Tout le monde rigole à cause de COBOL, genre oui, quelqu'un comprend COBOL, mais le mainframe, presque personne comprend vraiment comment est-ce qu'on peut interagir avec le mainframe pour avoir une certaine connaissance. Et arriver à capturer ces informations et puis l'envoyer sur d'autres systèmes est important, non pas pour terminer cette machine, mais pour l'intégrer avec le reste. Parce que mainframe, ça va rester jusqu'à la fin des temps. Là, s'il y a des gens qui disent ça va rester, ça va pas rester, non, ça va rester parce qu'il n'y a personne qui comprend. Il y a aussi le fraud, on va aller par la suite. Alors, tout ce que j'ai montré, d'un point de vue streaming, ça répond à une variété d'acteurs. Donc, si vous vous dites, bon, j'ai un avenir devant moi, mais ça me semble intéressant, mais dans quel secteur d'activité? Ça peut être d'un point de vue data engineer, donc je vais nettoyer la donnée ou mettre la donnée à disposition pour d'autres acteurs pour arriver à créer quelque chose en plus. On parlait de BI Analytics, donc on peut maintenant ouvrir la porte au streaming à une vaste majorité de personnes qui parlent uniquement SQL, ou ils ont connu du SAS ou du SAP et ils veulent se diversifier. C'est une possibilité, c'est une porte d'entrée. Sur le marché économique, trouver un ingénieur qualifié n'est pas toujours évident. Ici il y en a plein, il faut aller travailler à Bruxelles. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent après les acteurs qualifiés. Néanmoins, ces entreprises, ils ont un parc complet de personnes qui ne comprennent que certains niveaux de langage spécifiques. Et là, ouvrir la porte leur permet de pouvoir des choses en plus. Donc, démocratisation. Streaming développeur, donc aller sur une couche plus basse, où je veux avoir une temps de latence le plus bas possible avec un throughput extrêmement géant, donc c'est possible. Application Developer, Application Developer, comme j'ai montré, le webhook, vous pouvez mettre l'information à disposition, et le mythique Data Scientist, comme d'habitude, il est là et il va rester à ce moment. Comme je disais, on a parlé de Data in Motion, mais Cloudera, c'est une plateforme complète, unifiée pour l'entièreté du Data Lifecycle. On parle de la réception, transformation, mise à disposition, que ce soit en NoSQL Database pour des applications à large volume, par exemple transactions financières, c'est l'un des cas classiques. Si je veux avoir ma balance, le niveau de mon compte, c'est un des cas spécifiques et classiques. Jusqu'à la data science, donc Enterprise AI, NVIDIA AI, Crude AI, et AI. Ce genre de choses. Alors, comme je disais, nous avons pas mal de clients dans chaque secteur d'activité. Par exemple, Mastercard utilise notre solution complète, plateforme pour Credit Card Fraud, un des cas classiques. D'un point de vue assurance, claim, gestion de documents, télécommunication, l'aspect fraude, mais aussi l'aspect gouvernemental. Notre gouvernement et chacun des gouvernements en Europe et dans le monde oblige ces acteurs importants à mettre en place, genre cyberterrorisme ou juste geolocation. Ici, on est environ 20. Il devrait y avoir une sommation disant dans cet environ, il y a 20 personnes. Est-ce que c'est normal à cette heure-là? Ce genre de use case que le régulateur du gouvernement demande à ces entreprises. Un des cas par exemple, et ça c'est le streaming qui est nécessaire pour ça. D'un point de vue automotif, Daimler, Continental. Continental, jusqu'à récemment, en fait, récemment on a mis leur use case
d'un point de vue public reference, donc on peut utiliser leur nom, c'est pour ça que tous ceux-là, on peut utiliser leur nom parce qu'ils ont accepté de mettre en avant de quelle manière ils ont utilisé notre solution. En fait, ils ont revu leurs pneus pour le rendre plus efficient. Niveau de température, il y a des types de pneus classiques, et là ils ont revu leur design de pneus. Et le dernier public sector, donc là c'est des stamps américains, mais il y a la majorité des institutions gouvernementales qui utilisent notre Du point de vue de la latence, est-ce que c'est possible d'utiliser la solution pour du high frequency trading ou la latence est très grande? Ouais, alors, quand on a du high frequency trading en tant que tel, on ne va pas utiliser ce type de solution. Pour Fling, je ne pense pas que j'en ai déjà vu une. En général, c'est des types de supercomputers, comme ils appellent ça. Mais on est dans le même écosystème. Par exemple, avec ce genre d'hardware, okay, ils ne peuvent pas mettre un sniffer ou antivirus ou quelque chose comme ça pour arriver à savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si on va... comment dire ça en français? Le high frequency trading, il faut être certain que la machine soit utilisée à son plein potentiel, donc 100%, sans pour autant qu'il y ait des inventory context switch au niveau du CPU, du corps. Si on va commencer à avoir un filtre ou un agent qui va lire ce qui se passe, juste faire un tail file par exemple, ça va avoir un impact sur la machine. Comment est-ce qu'on est utilisé? On est utilisé un peu comme Wireshark, on est occupé à analyser le flux au niveau des machines. On ne touche pas aux machines, mais le flux qui gravite entre eux, on est occupé à processer l'information. Là, on est utilisé par exemple. Mais la machine en tant que high frequency trading, c'est des machines bien spécifiques pour effectuer ça, pour être certain que le MIPS y passe. Cool. D'autres questions? Non? En fait, au niveau des sources de données que vous utilisez, comment vous gérez l'hétérogénéité? Parce que le monde physique est intrinsèquement hétérogène. Donc quand on collecte des données sur des passerelles, par exemple, on peut avoir plusieurs fournisseurs de passerelles, plusieurs variantes de hardware. Ici, le cas qui est présenté, en gros, on est un peu uniforme. En fait. On collecte la même donnée sur des trains, sur des véhicules qui sont de la même marque, mais quand il y a une variante, surtout dans le monde industriel, hein, je ne sais pas si vous avez des cas industriels ici. Là c'est l'aspect industrie, par exemple. Donc l'aspect industrie, ici c'est l'aspect télécom, il y a le mix. On n'a pas ici l'aspect public secteur, je n'ai pas mis healthcare, là ça va l'imagerie. Donc il y a aussi le traitement de cancer qui utilise avec nous, Bayer et ainsi de suite. Mais pour reprendre la question originelle, comment est-ce que les entreprises arrivent à gérer différents types d'informations qui leur est envoyées? Okay. La même information qui vient de sources qui sont physiquement différentes. Donc, dans l'industrie, si on collecte des données sur des automates, il y en a de toutes sortes. Et elles fournissent la même donnée, par exemple, sur la même machine, mais elles sont... la façon d'aller chercher la donnée n'est pas la même. Donc, est-ce qu'on présuppose qu'il y a une sorte de fournisseur de la donnée qui la prépare un peu pour l'ingestion? Parce que le point d'entrée ici, c'est Minifi ou Nifi, en fait. En frontal, en fait. Ouais, en frontal. Plus proche. Ok. Alors, quand on parle de l'IoT et l'IoT V4 et de quelle manière est-ce que l'écosystème du Edge Device est géré, c'est un peu chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse majorité qui est propriétaire, pour lequel on ne peut pas installer un agent. Une partie commence à comprendre qu'ils doivent utiliser il y a le Open Source Protocol, le Open Framework Protocol, MPC4, ou quelque chose dans le genre là, qui permet... Pardon? OPCUA? Non, c'est quelque chose... Je vais revenir... J'ai lu quelque part, mais soit quand c'est propriétaire, l'information va venir sur un listener ou qu'importe, et à ce moment-là, la logique d'interprétation, si c'est binaire, complètement binaire, et qu'ils reçoivent une classe pour interpréter et pour rendre l'information lisible, ça c'est le vendeur, par exemple sur Siemens, ils vont fournir ces informations
sur ce client va utiliser ces classes pour arriver à comprendre l'information et puis après il va aller plus loin. Donc l'aspect cleaning de l'information. Donc ça, il va devoir le faire, le client va devoir le faire lui-même. C'est pas nous qui fournissions cette capacité. Le cas que vous avez évoqué de la flotte logistique, là, les camions aux États-Unis, je suppose qu'ils ont installé des passerelles sur les camions qui vont mettre à disposition ces informations-là de manière assez uniforme pour toute leur flotte. Ou alors des adaptateurs. C'est sur chacun des trucks pour lequel ils ont tous leur propre manière de communiquer et néanmoins l'agent va réutiliser les classes pour pouvoir prendre l'information, la cleaner et puis l'envoyer de manière uniforme. On la traite à la source, on la filtre à la source. Le cas classique, Toyota, quand ils ont commencé avec Splunk, ils ont fait ouais, on va avoir toutes les informations. Et après un mois et demi, ils ont arrêté parce que le coût était trop important, ça n'avait pas payé. Ils ont fait oh, on va arrêter, on va stopper à la source. Et c'est de là que le filter at the source makes sense and not taking everything. Là, c'est comme pour les avions, on ne sait pas, on n'a pas suffisamment de bandwidth pour arriver à capturer toutes les métriques générées par un avion lorsqu'il arrive au tarmac. Il y a trop d'informations. Et donc, ils font un filtering au niveau de la machine. Néanmoins, d'un point de vue aéronautique et toutes les gestions de process et de stamp, c'est très très difficile pour arriver à accepter. Mais soit, on reçoit des informations, si elles sont directement compréhensibles, donc ouvertes, on va dire ça comme ça, format open format, on va la traiter. Si c'est closed format, le vendor va fournir une information pour pouvoir le faire. L'adaptateur mental est OK. Deuxième question. J'ai oublié. C'est pas grave. Non, voilà. Vous avez parlé de backward, forward compatibility au niveau du modèle. J'ai pas bien compris comment c'est géré en fait. Si on a un modèle et qu'on a updaté le modèle, est-ce qu'on gère les deux en même temps? Comment le système final peut savoir est-ce qu'on tag l'information ancienne, l'information nouvelle? On met en place une logique qui merge les deux? C'est une bonne question. Comment est-ce que le versioning fonctionne au niveau de schémas qui vont être utilisés pour pouvoir comprendre l'information? Comment sérialiser, désérialiser aussi. Il y a toujours une version qui est active, les autres sont passifs. Elles seront pas, on peut les réutiliser, mais alors il faut être certain de dire je veux réutiliser cette version. Donc à ce moment-là, le producer va dire je veux version 3 et la dernière version c'est la version 6 par exemple, la version 6, ça c'est ce que l'autre va utiliser pour désérialiser. Maintenant, backward-forward compatibilité, lorsqu'on a un schéma, on peut juste, par exemple, changer le type, genre de int à float. Ou on dit, ouais, mais la colonne, elle est pas, on ne peut pas la mettre au milieu parce que ce ne sera pas possible, ce ne sera pas interprétable, on va la mettre à la fin. Si on la met à la fin, une nouvelle colonne à la fin, genre actif, les anciennes applicatifs qui n'ont pas été modifiés accordamment au changement effectué, ils savent encore lire toutes les autres colonnes de cet événement, c'est backward compatible. Et les nouvelles applicatifs qui ont pris ça en compte savent tout lire, l'ancien et aussi l'information qui est dedans. Il y a aussi il y a backward compatibility, il y a le forward compatibility, il y a le both. Le both, j'ai pas vu une application d'un des clients que je gère, mais en gros c'est ça. Le both c'est le full, non? Ok. D'autres questions? Non. Il y a beaucoup de use cases, on a beaucoup de clients, on est très très contents. Néanmoins, on ne serait jamais arrivé à ce niveau d'excellence sans un écosystème de partenaires. C'est un partenaire hardware, partenaire software, partenaire d'un point de vue consultance, cross-region, donc Amérique, Europe et Asia. Quand on parle de partenaires comme NVIDIA, on travaille énormément avec eux, par exemple avec leur modèle NIM. Donc on a Docker Container pour tout ce qui est machine learning, pour lequel ils refactorent en fait un modèle, le rend plus performant par rapport à leur carte graphique. On a la même chose avec AMD par exemple. D'autres choses qui sont aussi comme Pinecone, Snowflake, Neo4j.
et encore beaucoup d'autres. Alors, donc Cloudera c'est open source. By open source, ça ne veut pas dire que c'est gratuit, ça veut dire que le code est ouvert, pouvez contribuer. Nous, ce qu'on est occupé à faire, c'est faire en sorte que tout soit intégré. Les 55 composants différents permettant d'avoir un véritable data lake, non pas uniquement pour stocker l'information, mais pour pouvoir faire de l'analytics, data engineering, data science, avec de la gouvernance et la sécurité forte. Donc, modèle registry, versioning de modèle, qui va utiliser ce modèle, de quelle manière, ce genre de choses. Mais c'est l'aspect complet, donc on offre le choix. On n'oblige pas, utilise uniquement Spark, non. Tu peux utiliser Spark, tu peux aussi utiliser autre chose, c'est pas un problème. Prevent locking, pourquoi? Parce que vous avez le ownership de votre donnée. On ne stocke pas, votre information. Elle est à vous, c'est vous qui la gérez. On fournit les outils pour pouvoir la gérer. Support de change, donc on ne reste pas statique, on n'a pas arrêté de changer et certaines personnes qui utilisent peuvent attester de la chose et on prépare pour un open futur, donc ça c'est plus marketing américain, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'arrête pas d'augmenter en fait la mutabilité de l'écosystème en tant que tel. L'aspect open source n'arrête pas de bouger et quand on voit l'aspect AI et ces areas, l'open source va régner. On peut avoir des closed sources comme ChatGPT qui font des chouettes choses, et puis il y a DeepSeek qui arrive, je te le donne for free et je détruis le business, et alors il n'y a plus personne qui comprend. Ce genre de clash complet, c'est ce qui s'est passé aussi quand le Big Data a commencé avec HDFS, Yarn et les autres couches. Il fallait payer des royalties monstrueuses sur certaines solutions pour arriver à stocker un volume. Là, c'était accessible sur du commodity hardware. Maintenant, commodity hardware, c'est un peu... c'est plus vraiment d'actualité parce que j'ai des clients qui ont du high density computing nodes, donc 700 terabytes de stockage et on flirte à du terabyte au niveau mémoire avec 86 virtual core par machine et on commence à avoir pas une machine, mais on a une vingtaine, cinquantaine, une centaine. La plus grosse installation de ma connaissance, c'est plus de 55 000 machines par cluster. On a testé à 150 000, donc ça donne un niveau de grandeur. Ça c'est du Kubernetes OpenShift Non, physique. Quand ça, dans ce volume-là, c'est physique. Ok. Quand tu dis c'est de l'open source, mais l'open source n'est pas gratuit, c'est quoi le pas gratuit? Le pas gratuit, c'est que il vous est possible de pouvoir aller faire le fork des composants open source, genre HDFS, Ozone, l'Object Store, Yarn, Spark, et tu vas commencer à intégrer ensemble, être certain qu'on ait les bonnes versions qui sont compatibles. Aussi être sûr que j'ai le bon fork par rapport au nouveau patch, parce qu'il y a une security vulnerability qui vient d'arriver. Donc faire en sorte que j'arrive à tout gérer et tout intégrer. Nous, ce qu'on fait, un peu comme avec Red Hat, Red Hat fait ta Fedora, avant il y avait CentOS, maintenant on dégage, mais ta Fedora, si tu veux quelque chose pour lequel on gère la chose d'un point de vue sécurité, d'un point de vue intégration, continuité, on fournit la plateforme, on fournit le support en tant que tel et la continuité pour sa besoin. Payante, mais pas Cloudera. Non. La plateforme, c'est Cloudera. Alors, la plateforme est payante, mais pas... Je vais vous dire ça autrement. Tous les composants qui font partie de la plateforme Cloudera, les 55 composants, sont open source. Donc, si tu le souhaites, j'ai pas envie d'avoir une relation client avec Cloudera et j'ai pas envie d'utiliser directement leur plateforme, je veux le faire moi-même. C'est possible. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé pourquoi? Parce que c'est le temps, l'argent et la connaissance en tant que tel. Donc c'est de ce côté-là. Ça reste de cette catégorie. Ok, parfait. Alors, Cloudera Next Step. Je trouvais que c'était une chouette photo, je l'ai laissé. C'était mon ancien slide. J'ai envie de m'amuser, je fais quoi? Vous pouvez faire pendant 5 jours par exemple. Là, ce sont des cas d'usage qui sont préfiltrés et aussi guidés. Donc, je fais quoi? Non, on peut s'amuser et il va expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la Generative AI, oh là là, pardon. Mes excuses. Donc, Generative AI, Data Distribution, Open Data Lake, donc c'est Iceberg par exemple, qui est derrière.
j'ai envie de savoir plus, il y a des trainings qui existent, qui sont accessibles pour tous, pour apprendre différents subjects. Okay. J'ai un domaine spécifique, je veux connaître un peu plus au niveau streaming. Ça, c'est ce qu'on recommande. Ce genre de cursus à suivre pour avoir un niveau de connaissance pour bien commencer et être productif au niveau streaming. Donc pour résumer, qui je suis, Philippe, j'aime bien les mines, donc je trouvais ça vraiment rigolo, je l'ai laissé là. Ça fait plus de 10 ans que je travaille au niveau Big Data. J'ai 12 ans en finance, j'ai commencé au téléphone et puis je suis devenu Adobe Architect au niveau du groupe. J'ai tapé les machines intérieures, j'étais assez loin d'un point de vue aussi architecture, avant de vouloir savoir comment est-ce que la Big Data est utilisée avec Cloudera au niveau de tous les acteurs dans le monde. Je voulais vraiment comprendre comment cette solution était utilisée, comment cette technologie en tant que telle évolue et mature. Parce que Adobe, c'est plus que 16 ans, c'est super stable. Distribué, super stable. D'un point de vue storage, c'est le plus bon marché. Mon mindset, c'est Lego mindset. Je casse les choses et je les reconstruis. Un peu comme les hackers. C'est pas je vais casser quelque chose parce que j'ai envie d'être malicieux. C'est la méthodologie de compréhension. On ne peut pas tout connaître, mais on peut tout casser et puis tout reconstruire. Bloc by bloc. Et puis après, on arrive à quelque chose de sympa. C'est moi en a nutshell. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Deux fois. Quels sont vos concurrents? Quels sont vos concurrents directs? Parce qu'ici, dans le monde de la data, tout le monde empiète sur le domaine de tout le monde. Snowflake essaie de couvrir une bonne partie de ce que vous... Ouais, c'est certain. Alors, j'ai pas un slide là-dessus, je crois. Néanmoins, alors, est-ce que j'ai quelque chose ou pas? Je pense qu'en-prem, vous n'avez pas vraiment énormément de concurrents. Non, en-prem, on n'a pas. Il y aura toujours de la concurrence. Ça va dépendre. Alors, j'ai vu ça, Data Warehouse, mais genre bon. Ça va dépendre en fait de la politique interne de chacun des clients. Et c'est pas propre à Cloudera, c'est plutôt propre à l'écosystème software. Si on va chez une entreprise, on fait t'es sympa, t'as 150 personnes sur SaaS, et maintenant on va sur SAP, les 150 personnes vont être effrayées, ils vont freiner des 4 freins, ils vont dire j'aime pas ton truc parce qu'il y a P dessus. Donc pour revenir sur le point originel, quels sont les concurrents? Effectivement, la vaste majorité des data écosystèmes. Lorsqu'on est sur le public cloud, lorsqu'on parle de data warehousing, donc data warehouse, Snowflake. Ils ont des points qui sont avantageux, des points désavantageux. On travaille ensemble sur Iceberg, donc ils ont enfin compris que Iceberg c'était le point important à aller en avant, donc ça va. D'un point de vue data engineering, Spark, donc Databricks. Le créateur travaillait chez nous en tant que stagiaire avant de commencer à retourner chez Berkeley et puis après ils ont créé leur entreprise, mais Spark a commencé à être traité et on était les premiers aussi à fournir du support sur Spark 1.2 ou 1.3. Donc ça remonte il y a pas mal de temps. Dataflow, Fabric, il y en a encore 2-3 autres ici là, Informatica, mais ça va dépendre de ce qu'on veut effectuer. D'un point de vue operational database, NoSQL database, donc on va avoir du MongoDB, Cassandra, donc ce genre d'acteurs. Néanmoins, tous ceux-là, ce sont des point solutions. Ils sont occupés à nous copier. On a été un peu trop vite en fait sur l'aspect, on sait où on veut aller, on a notre vision, on exécute là-dessus, et ils ont fait, ils sont pas trop mauvais. Ils n'ont pas autant d'argent que nous d'un point de vue marketing, donc ce qu'on va faire, on va commencer à les copier. Donc ils commencent à devenir en fait une plateforme aussi. Snowflake a acquéri une grosse partie des committeurs via une acquisition pour NiFi, donc ils ont intégré ça. Ça a des inconvénients. Ils se sont concentrés sur un besoin spécifique et ils l'ont bien fait. Et après, on se pose la question, mais on fait quoi? Maintenant, chaque personne a sa propre vision des choses, sa propre opinion sur le sujet, ou philosophie. Néanmoins, ce qu'on fait de notre côté, on fournit la plateforme d'un point de vue data écosystème. Et si vous utilisez Data IQ pour machine learning, c'est génial, mais je veux avoir accès à la donnée, tu peux te connecter sans problème. Et tu peux cruncher tes informations, tu peux pusher en fait ton Spark Code
où tu peux encapsuler ton code que tu as créé, s'il est distribué, tu peux le mettre sur le cluster, et il va cruncher les informations. Le point qui met à cœur, c'est que la plateforme qu'on fournit a mis énormément d'importance sur l'aspect gouvernance et sécurité de l'information. Anonymization, hashing, encryption at wire, at rest, faire en sorte que des clés d'encryption par rapport à l'information, semi-masking, donc on a une information, par exemple client, financier, je veux juste avoir information sur les 4 derniers digits parce que je suis en Belgique, et l'autre en Amérique peut voir les 4 premiers, ce genre de petite finesse, l'aspect gouvernance. Des boîtes comme une des dernières acquisitions de Google, qui est Colibra, qui exécute ça comme ça aussi. Ils exécutent ça, ils sont aussi intégrés avec nous parce que l'aspect de la manière dont je positionne ce genre de débat, je ne conseille, merci beaucoup. Je ne conseille pas un seul client de dire retire Colibra, utilise Cloudera. Non. On se connecte pour faire en sorte que cette white box soit encore plus compréhensible. On a un Enterprise Data Governance Framework qui va se connecter sur tout et n'importe quoi. Et nous, de notre côté, on est Data Lake avec beaucoup de choses qui est extrêmement critique et névralgique. Et il faut pouvoir avoir un Data Glossary Definition qui est consistant across the board et qui peut aussi être connecté de ce côté-là. Donc c'est pas dégage, c'est plutôt on travaille ensemble. Ok. Cool. Et donc oui, d'un point de vue architecture, ici c'est juste pour montrer que c'est pas, on force pas. On dit, on travaille ensemble pour être certain qu'on utilise les produits qui ont le plus d'efficience dans le domaine, genre Kubernetes, cas classique ici, AWS c'est EKS, Azure c'est AKS, en prémisse ça va être OpenShift ou Rancher, ce genre d'aspect quoi. Voilà. J'ai parlé beaucoup. J'avais d'autres slides aussi sur Flink si on va aller plus loin dans le détail. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant que quelqu'un commence à se jeter sur les pizzas parce que ça sent quand même vachement bon. Qu'est-ce qu'on paye quand on est client en fait? On paye une licence, on paye de la consommation, on paye du service. Ok. Alors, la licence vient de changer. En gros, c'est quand on est en prémisse, donc data center, le volume de données, le volume de stockage accessible, à disposition, et le compute à disposition par machine. Si c'est du Kubernetes, ça va être à ce moment-là quelle est la réserve à disposition. Si c'est au public cloud, ça va être au niveau de la consommation. J'ai lancé une query, ça a pris 1 heure, tu payes pour l'heure. Si j'utilise, on ne va pas facturer, il va y avoir un split entre le coût infrastructure AWS par exemple, genre ça a besoin d'une EC2, d'une DynamoDB, un autre truc, ça c'est à part, donc il n'y a rien, c'est le client, voilà, et le client va payer en fait l'aspect au-dessus, donc computationnel par rapport à l'autre solution qui est utilisée sur ces machines-là. C'est le cas classique en fait quand on voit le SaaS, PaaS au niveau public cloud, il y a toujours 2 billes. À part certains qui font, c'est une black box, je te donne juste un prix et je fais en sorte pour m'amuser un peu. Mais c'est pas le business ici. Ici c'est plutôt Share Responsibility Model. Ça se déploie sur la souscription du client. C'est déployé dans leur infrastructure, dans leur sécurité en tant que telle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils payent souscription et ils payent un fee à la consommation. Le fee à la consommation, c'est au public cloud, uniquement. Pourquoi? Parce que ça peut être extrêmement volatile. En prémisse, c'est figé, c'est statique. On paye sur la capacité durant l'année. Accessible sur le contrat donc annuel. Si il déploie son machine et qu'il utilise, qu'il achète des licences pour la capacité de 20 machines, il ne peut pas utiliser les 100 sans payer plus. Correct. Il serait en breach of agreement. C'est pas comme Oracle, on va avoir 150 avocats, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a, vous avez, c'est une discussion commerciale qui va se passer.
Voilà. On a encore d'autres choses, mais je pense que les pizzas deviennent vraiment très importantes. Merci. Si vous avez des questions,